Bonsoir. Dans les années 70 et 80, j'ai commencé avec la politique et j'étais toujours, comme vous, comme la plupart des gens, intéressé par le contenu de la politique, mais en plus, j'étais intéressé aussi comment cette politique est faite. Un petit peu comme un ingénieur, comment cette machine marche. Ça a commencé quand j'étais député en Allemagne, après en 1984, quand j'étais devenu député ici au Parlement européen, ou quand je suis moi-même devenu lobbyiste pour Greenpeace, ou quand j'ai créé moi-même une compagnie de consultance, où j'ai pas fait le lobbying, mais j'ai entraîné des députés qui sont à nouveau arrivés, des chefs d'entreprise, les chefs des ONG, les députés, ça je dis déjà, les ambassadeurs et même quelques ministres qui sont venus ici à Bruxelles. Ils ont eu l'intention de devenir un petit peu comme un poisson dans l'eau dans ces institutions européennes. Et j'ai découvert 3 choses sur le lobbying. La première chose, la plupart des choses que vous pouvez lire sur le lobbying n'est pas nécessairement exact. Pourquoi? Il y a des professeurs, il y a des étudiants qui font des questionnaires et qui demandent les députés, le staff dans les institutions ou les lobbyistes eux-mêmes, qu'est-ce que vous faites? Mais qui répondent ces questionnaires? Ce n'est pas le directeur général ou le député. En général, ces questionnaires sont répondus par les stagiaires dans le bureau. Ça veut dire que la plupart des conclusions que vous trouvez dans les travaux des universitaires reflètent qu'est-ce que le stagiaire pense que le chef fait. Et c'est quelquefois assez loin de la vérité. Deuxième chose, vous rencontrez des journalistes et des autres hommes politiques ou femmes politiques qui disent il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles, presque autant ou même plus qu'à Washington. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Il existe un registre à la Commission, ensemble avec le Parlement, où tout le monde qui veut faire du lobbying doit s'enregistrer. Beaucoup sont à Bruxelles, mais il y a aussi des gens de Cologne, de Rome, de Londres, Paris, qui enregistrent. Dans ce cas, ce registre n'est pas concentré sur Bruxelles. Et en plus, quand vous regardez par exemple l'association des producteurs des éoliennes, ils ont 62 personnes dans leur bureau ici à Bruxelles. Mais là, il y a seulement une dizaine qui fait du lobbying. Le même 150 personnes dans l'association européenne pour l'industrie chimie. Là, il y a une vingtaine qui fait du lobbying. On ne peut pas additionner tous ces chiffres de tous ces bureaux. Et dans ce cas, le chiffre qui est souvent mis en avant, 20 000, est faux. Comme la chef du soir a dit, j'ai fait un livre où j'ai trouvé que finalement, il n'y a pas plus, il y a environ 3 000 bureaux ici à Bruxelles. Et environ, il y a 10 000 personnes qui sont vraiment actives, que le matin, il arrive pour séduire des gens dans les institutions, environ 10 000. Dans ce cas, le premier que j'ai découvert, les conclusions souvent des universitaires sont fausses, les chiffres ne sont pas exacts. Et la troisième chose que j'ai découvert, c'est que quand je suis arrivé, lobbying pour moi c'était escroc, c'est pas du tout une réputation positive. Et j'ai découvert que le lobbying c'est un signe d'une société civile assez forte. C'est une expression d'une démocratie, car les hommes ou femmes politiques vivent toujours, même qu'ils disent « oh, c'est pas vrai », ils vivent dans une culture d'ivoire. Peut-être que vous vous souvenez qu'une ministre française a dit « oui, le métro, c'est 5-7 euros, quelque chose comme ça, le ticket ». Ou un ministre britannique a dit « oui, le beurre, c'est 3 euros, non, 3 livres, ou quelque chose comme ça ». Non, bien sûr,
quand tu es dans la capitale, tu es responsable pour proposer des lois adoptées et changées. Tu vis dans un Tour d'Ivoire. Tu as besoin du monde extérieur pour te le dire. Et la réalité, pour la plupart des gens qui sont députés ou travaillent dans les institutions européennes, c'est la suivante. Comme un scientifique, ils mettent les positions en face d'eux et ils font un choix. Et dans ces cas, c'est loin d'être corrompu. Et moi, je l'ai découvert quand j'étais avec Greenpeace. Les députés, pas tellement écologistes, étaient archi heureux. Waouh! On a eu maintenant 9 représentants de l'industrie automobile. Maintenant, c'est vous, Greenpeace, c'est merveilleux. Ici à Bruxelles, en ce moment, il y a une bonne 150 à 200 lobbyistes écologiques ici à Bruxelles. Et pour ça, je vous propose un petit peu, quand vous avez le temps libre, faites une petite promenade dans le quartier européen, avenue Kortenberg, place Luxembourg, rue de Trèves, rue de Commerce, et là, regardez les panneaux des organisations, c'est chouette. Il existe même une association européenne des producteurs des enveloppes en papier. Seulement, ils ont beaucoup de problèmes, car email et tout ça. J'ai encore 7 minutes et demie, et pour ça, j'aimerais utiliser le temps, peut-être le permettre, pour faire une déclaration d'amour pour Bruxelles. Je suis ici, arrivé il y a 29 ans. Et pour des raisons différentes, j'étais tous ensemble dans quelques 82 pays différents. Et j'ai reçu pendant ce temps des offres de Berlin, mais viens retour, on a une coalition écolo, social-démocrate, patati patata. Non, j'ai refusé car, et d'autres gens aussi qui sont ici, refusent ça aussi. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut tomber amoureux de Bruxelles? Je vais vous expliquer. Quand j'étais à New York, San Francisco, Genève, Londres, Berlin, c'est aussi international, mais il y a toujours une culture qui domine. Moi, j'étais ridicule à San Francisco quand je n'ai pas compris l'expression anglaise. Et la femme a pensé débile. Et même à Paris, quand tu ne parles pas parfaitement français, on te croit. Ici à Bruxelles, quand tu ne parles pas du tout parfaitement français, on te dit, oh oui, c'est peut-être un ministre flamand. Ou un ancien premier ministre de la Lituanie, des choses comme ça. Et dans ces cas, ce n'est pas une culture qui domine tous. Et ça, c'est archi chouette. La première raison pour laquelle je suis tombé. Deux, vous avez ras-le-bol quand on parle de compromis à la Belge. Je comprends, mais je ne comprends pas. Car l'Union européenne, c'est l'exemple pour les compromis. Pourquoi les compromis sont positifs? Imaginez le stupide britannique qui dit « Je veux avoir le service des diplomates de l'Union européenne, ça doit être appelé European External Action Service ». Le stupide allemand, les diplomates, ont dit « Non, non, on veut européen, diplomate, ministre ». À 3 heures la nuit, ils ont trouvé l'accord. Le britannique peut l'appeler comme il veut, l'allemand comme il le veut. Imaginez, madame, vous attendez un bébé. Vous l'appelez Maurice et votre mari, vous l'appelez Jean-Pierre. Le compromis, vous l'appelez Maurice et votre mari Jean-Pierre. Mais c'est le plus haut forme du compromis. Et Bruxelles, c'est la capitale du pays du compromis. Et pour ça, l'Union européenne doit être à Bruxelles, pas à Luxembourg, Paris ou n'importe où. Belgique et Bruxelles sont les vraies places pour les institutions européennes. Troisième raison, j'ai une fille de 21 ans, sa mère est brésilienne. Elle est retournée, quand elle avait 5 ans, à la maison. « Papa !» J'ai dit quoi? « Dans ma classe, il y a une fille, et les parents sont du même pays. » Mais il est chouette quand même. Oui. Ça peut arriver. Non, mais c'est chouette. Je crois que quelque chose comme ça, c'est seulement possible à Bruxelles. Quatrième raison, quand on a ras-le-bol de Bruxelles, c'est chouette. Avec l'Union européenne, même 3 vols par jour, Lituanie, Estonie, Malte et tout ça. Dans ces cas, et les avions, l'avion et les trains, TGV, tout ça. Dans ces cas, aucune ville en Europe a tellement de possibilités pour quitter assez vite et retourner le même jour ou le soir. Cinquième raison, oui, j'ai encore 4 minutes, oui. Cinquième raison, je ne veux pas être impoli, oui, mais s'il vous plaît, oui, car c'est une question de symbiose. Vous, en Belgique,
vous êtes heureux, contente et tout ça, mais finalement, vous n'êtes pas tellement intéressante. Non, sans l'Union européenne, excuse-moi, sans l'Union européenne, vous serez assez intéressante comme Anvers, Lille, Hambourg, Göteborg, Toulouse, Manchester, Namur, Liège, Rotterdam. Chouette, mais quand même, Bruxelles, un petit peu sans l'Union européenne, comme Bruges sans touristes. Et pour ça, vous avez besoin de l'Union européenne. Les gens qui arrivent ici, pour vous c'est totalement normal, pour eux, Dalai Lama arrive, les sénateurs américains avec l'espionnage, mais ça c'est grâce à l'Union européenne. Je ne parle pas de produits grosses nationales, tout ce qu'on apporte, je crois que Bruxelles bénéficie vraiment de cette présence européenne. Et malgré ça, beaucoup de gens belges que je connais, j'espère pas vous, qui parlent toujours de communauté européenne. Non, lui, pardon, oui, communauté européenne. Non, c'est l'Union européenne. C'est un petit peu comme le vieux voisin qui parle, oui, de Congo belge, la Kabila. Non, ça s'appelle Zaïre. Non, même pas Zaïre, c'est RDC maintenant. Et dans ce cas, l'Union européenne, depuis 1992, c'est l'Union européenne, et pas communauté européenne. Mais quand même, l'aspect négatif de tout ça, c'est un petit peu. Vous connaissez Beijing, la cité interdite. Les institutions européennes, c'est un petit peu comme la cité interdite pour beaucoup de voisins et beaucoup de vous. Et pour ça, moi je suis un petit peu subversif, et pour ça, j'organise régulièrement des visites pour des gens qui veulent entrer et qui veulent rencontrer Rachida Dati, Madame, non, pas Madame Le Pen, mais n'importe qui est là, dans les institutions européennes, car la chose merveilleuse. Imaginez, moi je serais à Berlin, le 5e vice-président de la 12e sous-commission. J'arriverai comme ça, je suis un grand type et tout ça, mais à Bruxelles, ça ne fonctionne pas dans les institutions européennes, qu'il n'existe pas une perception européenne. Ça veut dire, même un ancien Premier ministre, au ministre des Finances, qui est au Parlement européen, 80% ont aucun clou qui est ce visage, qui est cette personne. Et dans ces cas, le comportement général dans les institutions européennes, c'est beaucoup plus modeste, c'est étonnant, mais beaucoup plus modeste que dans un contexte national. Et quand tu arrives comme ça, comme chez toi à la maison, on pense que tu es un clown d'un cirque et pas un homme ou une femme politique. Et je fais aussi quelque chose, j'organise régulièrement des networking events, et vous avez mon nom. Dans ce cas, quand vous regardez sur le web, vous trouvez peut-être aussi mon email. Quand vous voulez participer à des networking events, vous m'envoyez un email et peut-être je vais vous répondre et peut-être vous pouvez participer. Et la dernière chose, là c'est Sven Lennartz, et lui et moi et quelques d'autres, on a créé Equama. Ça veut dire que c'est une association qui veut gérer les 16 squares à l'intérieur de l'Union européenne, du quartier européen, pour être beaucoup plus vivable. Pourquoi? Jazz Rally n'est pas dans le quartier européen. Mais oui, il y a plein de possibilités pour le faire là aussi. Pourquoi on n'honore pas Auguste Rodin qui a eu son atelier là-bas? Pourquoi pas ce jeune architecte Gustave Eiffel qui a fait le toit du musée juste à côté? Dans ce cas, un petit plan pour revitaliser le quartier européen. Oui, encore presque une demi-minute. À la fin, encore une brève remarque. J'ai fait aussi la théologie, philosophie, sciences d'art et littérature. Et pour ça, j'ai des contacts assez proches avec Dieu. Et elle parle quelquefois avec moi. Et récemment, elle m'a raconté une secret. Elle m'a dit qu'elle a créé, et ça c'est important maintenant, 1914, 1918, elle m'a raconté qu'elle a toujours placé des idiots à l'autre côté de la frontière. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, oui, elle a reconnu ses dernières heures. Et pour ça, elle m'a expliqué qu'elle a créé l'Union européenne. J'ai dit, quoi? Oui, elle a dit, je veux que toi, car les idiots de l'autre côté de la frontière pensent toujours que toi tu es l'idiot, c'est toujours vice-versa, que toi tu ne peux pas vivre ensemble en amour. On sait l'amour lundi, amoureux, mardi, jaloux, mercredi, haine et jeudi, divorce. Beaucoup plus stable, c'est le respect mutuel. Et pour moi, l'Union européenne,
est le premier exemple dans l'histoire humaine que tu vis ensemble avec des paysans, non, des voisins, non, les paysans et les industriels, oui, et les étudiants, que tu vis avec des voisins basés sur le respect mutuel. Et ça, c'est fascinant. Et tu espères à un certain moment que les autres te acceptent et respectent aussi. Et pour ça, je suis tombé amoureux de l'Union européenne, mais aussi de Bruxelles. Et merci beaucoup pour l'invitation.